Bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre « Le yoga pour les hommes ». Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. Bonjour et bienvenue dans La Tête aux Pieds. Dans ce nouvel épisode, je voulais vous expliquer ce que signifie le yoga pour moi. Le yoga est partout, à toutes les sauces, et c'est parfois difficile de s'y retrouver entre les différents styles et les différentes écoles. Il y a aussi une barrière culturelle et linguistique qui peut faire obstacle. Une partie de mon travail consiste à rendre cette pratique moins mystérieuse, moins exotique. J'enseigne le yoga depuis une dizaine d'années. J'ai également participé à des formations de professeurs, et j'aimerais partager avec vous ce qui me paraît essentiel. Je suis pas un pur yogi. Avant ça, j'ai pratiqué les arts martiaux et j'ai aussi travaillé dans le domaine de l'éducation posturale et de la préparation physique. Je crois que c'est cette diversité d'expériences qui me permet d'avoir un regard un peu différent sur la pratique. Pour résumer les choses très simplement, il y a différentes grandes catégories de yoga qui existent. D'abord le Hatha Yoga, qui est un peu la racine de tous les autres yogas, qui est un yoga généralement assez doux, où on passe beaucoup de temps dans chaque position, et ça c'est vrai pour tous les styles, on va beaucoup se concentrer sur la respiration et sur le lien entre la respiration et la posture. Ensuite, il y a des pratiques comme l'Ashtanga ou le Vinyasa qui sont beaucoup plus dynamiques, qui peuvent même devenir carrément athlétiques. On enchaîne les postures beaucoup plus rapidement, on cherche aussi plus d'intensité dans les postures, en travaillant beaucoup par exemple sur les équilibres sur les bras ou des choses comme ça. Et il y a un rythme qui peut devenir assez rapide, ça peut devenir carrément cardio, et même beaucoup de transitions avec des sauts entre les postures, donc là ça peut presque devenir pliométrique, comme on dit en préparation physique, c'est-à-dire un travail avec de l'explosivité et des sauts. Il y a ensuite le Yin Yoga, qui est une pratique qui n'a pas été développée en Inde, mais plutôt aux États-Unis, qui est une pratique restaurative, où on va passer beaucoup de temps dans des postures très simples, au sol, avec beaucoup d'accessoires pour rendre la posture la plus facile possible et permettre de travailler en profondeur vers les tissus qu'on appelle les fascias, les tissus qui structurent le corps et la posture. Ensuite, il y a le Yoga Nidra, qui est une pratique qui ressemble un peu à ce qu'on peut voir en sophrologie ou en auto-hypnose. On va se placer dans un état de conscience modifié grâce à un travail de relaxation et on va pouvoir faire des visualisations qui vont permettre de travailler en profondeur sur les schémas mentaux. Donc il y a des pratiques très différentes en fonction des envies et des besoins des pratiquants. Mais revenons à l'essentiel. En français, le mot yoga, ça a donné joug, ce qu'on passe autour du cou des chevaux pour tirer un attelage. Il y a donc cette idée centrale de rassembler des parties qui sont séparées, un peu comme chez l'individu, qui est tiraillé entre ses sensations, ses émotions, ses pensées et ses désirs. L'idée, c'est que le tout dépasse la somme des parties, qu'une fois que tout est relié, quelque chose de plus grand émerge. Le yoga, ça permet de trouver une autre façon de fonctionner, qui soit plus satisfaisante pour soi-même et pour les autres. Ça a l'air tout simple dit comme ça, et je pense que le yoga, ça peut être simple. C'est important de reformuler les choses pour clarifier la démarche et comprendre la pratique d'une autre manière. Krishnamacharya, qui est considéré un peu comme le père du yoga moderne, disait qu'il fallait désindianiser le yoga, c'est-à-dire qu'il fallait mettre en avant plutôt sa dimension universelle que le contexte culturel dans lequel il a été développé. Et ça, je pense que c'est essentiel. Vous trouverez plein de définitions de ce que peut être le yoga. Je vous en propose une. Pour moi, c'est une façon de distinguer le superflu de l'essentiel. Et ça peut s'appliquer tant à la posture et aux pratiques, que dans la vie quotidienne et dans les attitudes qu'on peut avoir. Il y a cette idée de transfert qui est essentielle. On cherche des passerelles entre le tapis et la vie. Le yoga, c'est autant une façon de faire qu'une façon d'être. On veut retrouver cet état de yoga où les sensations, les émotions et les pensées sont alignées. En fait, par des moyens sophistiqués, on veut se rapprocher de ce qui est archaïque, non conditionné. On va chercher ce qui nous rend profondément vivants, essentiellement humains. Et pour arriver à ce but, le meilleur moyen, ça me semble de relier la tête et le bassin. En fait, on utilise la colonne vertébrale comme un canal. On connecte l'animal et le spirituel, le terrestre et le céleste. Nous avons tous expérimenté des moments où on était en yoga.
On ne cherche pas forcément des éveils spirituels transcendantaux et extraordinaires. C'est plutôt des moments dont on a pu se satisfaire pleinement. On n'avait pas besoin de bidouiller nos perceptions ou de penser qu'autrement ce serait mieux. C'est des moments aussi où on a pu s'exprimer de façon authentique, où nos mots, nos gestes, nos actions ont été en accord avec nos intentions. Et ça, c'est très puissant. Comme les enfants finalement. Le yoga, c'est un apprentissage, mais aussi et surtout un désapprentissage. En gros, on veut pas faire du yoga comme on fait des crêpes ou du patin à roulettes. On veut être en yoga. Les Indiens nous disent que ce qui nous coupe de cet état de yoga, d'union, c'est l'identification à l'ego. L'ego, en gros, on se le fabrique à partir des mots qu'on entend, puis après de ceux qu'on prononce, soit pour nous-mêmes, soit pour les autres. Et l'ego, ça marche avec l'identification. On va se raconter une histoire où on s'identifie à son âge, à son genre, à son origine, son statut social, ses victoires, ses défaites, ses blessures, son argent, à plein de choses. Ça dépend des gens, et c'est une description de nous-mêmes, des autres et du monde, qui petit à petit, plus on y croit fort, plus elle nous isole. Donc, le but du yoga, c'est la désidentification. On fait le chemin inverse, et on se libère de toutes ces couches pour révéler ce qu'il y a de central chez nous. Pour révéler l'être essentiel, comme dirait Jodorowsky. Quand on pratique, le piège, c'est qu'on peut s'attacher à un professeur, à un style, à un endroit, à une façon de faire, à des codes vestimentaires ou moraux. Et finalement, en voulant se désidentifier de soi, on finit par s'identifier à la pratique. On tombe dans le même piège. C'est pourquoi je voulais vous parler du tantra, qui me paraît être un courant très intéressant. Les tantrikas, les pratiquants de tantra, se méfient justement de ces principes moraux un peu rigides. Ils sont plutôt dans la recherche d'une méthode qui permet d'améliorer à la fois la qualité de présence et la qualité de relation. Leur credo, ça pourrait être ne rien rejeter, ne rien retenir. Le tantra, c'est un courant qui est présent en Inde depuis très longtemps, surtout dans la région du Cachemire. Il existe en tant que courant spirituel à part entière, mais il a aussi influencé le bouddhisme et l'hindouisme de façon discrète mais conséquente. Il se distingue d'eux parce qu'il a des codes moraux justement qui sont moins forts. Les tantrikas peuvent boire de l'alcool, manger de la viande et avoir des rapports sexuels libres. Ce qui contraste beaucoup avec le bouddhisme et l'hindouisme, justement, qui ont plutôt tendance à rejeter le monde et le plaisir sensible. Mais cette attitude des tantrikas, c'est pas juste une posture rebelle, c'est pas les toughers du Cachemire. Eux, ils font ça pour se libérer justement des conditionnements que la vie spirituelle peut imposer. Et ils mènent une vie profondément enracinée dans le monde. Ils ont un travail, une famille, des obligations sociales. Et ce qui distingue aussi beaucoup le tantra, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a des maîtres qui sont des hommes ou des femmes et qui transmettent l'enseignement au fil des lignées. Donc plutôt que d'être des sages qui vivent dans des grottes avec des longues barbes blanches, eux ils choisissent de vivre dans le monde et d'avoir des liens avec leurs enfants, leurs maris ou leurs femmes, avec leurs employés, leurs patrons, et sans que ça pose de problème. Au contraire, c'est là leur terrain d'expérimentation. C'est là qu'on voit si la pratique spirituelle est valide. Ce qui distingue leur démarche, c'est qu'ils cherchent à avoir l'attitude la plus disponible possible pour accueillir l'expérience, sans mettre trop de principes rigides entre eux-mêmes et le monde. Ce que j'aime beaucoup, c'est que l'une des pratiques physiques les plus avancées du tantra n'est pas chorégraphiée. Ça s'appelle Tandava, et on pourrait voir ça comme une improvisation, une sorte de freestyle. Vous pouvez faire n'importe quel mouvement, dans n'importe quelle position, et tant que vous êtes conscient de ce que vous faites, alors la pratique est réussie. On ne cherche pas à reproduire la forme du maître, ni celle du voisin. En conclusion, ce que j'ai compris de la pratique et du yoga, c'est qu'un bon professeur, c'est celui qui vous libère de la forme. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.